Traoré, bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite les titres de cette édition. Le Conseil international du cacao tient sa 100e session ici à Abidjan. L'ouverture a été présidée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Les défis de la filière cacao et les stratégies de sauvegarde de l'industrie cacaoyère constituent les enjeux de cet événement. Hors de la Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale est en visite de travail à Rabat, la capitale marocaine. Une visite du chef de l'hémicycle ivoirien dans le cadre du développement des rapports de diplomatie parlementaire. Les détails de sa mission dans la suite de ce journal. Et puis en Afrique du Sud, la société civile passe à l'offensive contre les violences xénophobes. Regroupées en coalition, des organisations sud-africaines appellent les autorités à adopter une position de fermeté face à la situation qui ternit l'image de leur pays. Bienvenue dans ce 23h. La 100e session du Conseil international du cacao s'est ouverte ce mardi 10 septembre sous la présidence du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Plus d'une cinquantaine de producteurs, importateurs et transformateurs de cacao venus des 4 coins du monde ont pris part à la cérémonie d'ouverture ce jour à Abidjan. Ces assises devraient définir des stratégies de sauvegarde de la filière cacao en mettant la lumière sur les nombreux défis auxquels est confrontée l'industrie cacaoyère. Des défis tels que l'instabilité des cours mondiaux, la répartition équitable des revenus ou encore les changements climatiques. Retour sur cette première journée avec Mahama Traoré. La saveur du chocolat laisse un arrière-goût, celui du défi lié à la répartition équitable des revenus entre les acteurs. Seulement 6% reversés aux producteurs sur les 100 milliards de dollars de revenus annuels que génère la filière à l'échelle mondiale. Remédier à ce mal figure à l'ordre du jour de la 100e session du Conseil international du cacao, ouverte ce mardi à Abidjan. Aujourd'hui, nous avons dépassé la prise de conscience et nous voyons se dessiner les conditions d'un marché qui prend en compte les exigences de chaque extrémité de notre chaîne de valeur. Si nos responsabilités sont grandes, il appartient qu'aujourd'hui, chacun prenne sa part, mais une juste part. Reverser une juste part à chaque acteur ne suffit pas à garantir la durabilité de la filière cacao. D'autres défis subsistent, notamment les changements climatiques ou encore la faible capacité de transformation industrielle des pays producteurs. Ces situations qui impactent négativement l'économie des pays producteurs dans la Côte d'Ivoire constituent des défis qui doivent être relevés urgemment par toute la communauté cacaoyère, car elle est unanime à reconnaître l'existence d'une menace réelle sur la durabilité de la filière cacao, avec un risque d'effondrement si rien n'est fait. Pays producteurs et consommateurs réunis autour d'une même table, selon le vice-président de la République, c'est le cadre idéal pour trouver des solutions aux obstacles multiformes à la survie de l'or brun. Notre engagement commun doit permettre d'assurer une économie cacaoyère durable, car un juste prix est indispensable pour favoriser la consommation, mais sans décourager les producteurs. Il ne fait aucun doute que producteurs et consommateurs sont partis liés dans un partenariat gagnant-gagnant pour assurer la viabilité et la durabilité de l'industrie cacaoyère. En effet, la durabilité est liée à ce que toutes les parties prenantes dans la filière puissent en tirer un revenu décent. Lors de la 100e session du Conseil international du cacao, les participants auront à statuer sur le plan d'action quinquennal de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, de même que l'accord signé en mars 2018 entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, portant sur un mécanisme harmonisé de commercialisation du cacao. Les défis de l'industrialisation cacaoyère font l'objet de cette conférence organisée par l'ICO, l'Organisation internationale du cacao. L'événement se tient à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, un choix que l'on jugerait judicieux car la Côte d'Ivoire, leader mondial, fait face à des défis de durabilité de la cacaoculture, aux problèmes de la déforestation et à cela s'ajoute le travail des enfants dans les plantations, des difficultés pour lesquelles le pays déploie des énergies et des moyens, suivant ses explications de Noël Gnagno. Pays forestier au lendemain des indépendances avec plus de 22 millions d'hectares, la Côte d'Ivoire a un couvert forestier d'à peine 2 millions plus d'un demi-siècle après.
Pour l'opinion internationale, cette déforestation est imputable à la culture du cacao. Pire, il est reproché au cacao ivoirien d'être produit avec la contribution d'enfants exerçant des travaux dangereux. Ces enfants seraient l'objet d'une traite transfrontalière. Deux problématiques adressées par le gouvernement ivoirien avec diligence. Tenez, le Conseil des ministres du 23 mai 2018 a adopté une nouvelle politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts fondées sur 6 axes. Il s'agit entre autres de compléter le dispositif législatif et réglementaire de protection des arbres et massifs forestiers en introduisant dans le code forestier un nouveau concept, celui de l'agroforêt. Réaménager les forêts classées dégradées. Appliquer le régime d'agroforesterie dans le domaine rural. Relativement à la question du travail des enfants, il a été mis en place 2 instances chargées d'assurer la surveillance et la coordination des programmes et projets dans ce domaine. L'application de la loi sur l'interdiction du travail des enfants avec à la clé l'arrestation de 93 trafiquants. Au total, on peut conclure que le leader mondial du cacao s'est donné des moyens pour éradiquer ce mal pernicieux susceptible d'entamer la durabilité de la cacaoculture. C'est avec ces acquis que la Côte d'Ivoire abrite pour 2 jours la 100e conférence de l'ICCO, Organisation internationale du cacao, comme pour montrer tout son engagement à fournir aux consommateurs du chocolat des fèves de qualité. Le président de l'Assemblée nationale effectue une visite de travail au Maroc, à Rabat, la capitale marocaine. Amadou Soumaoro devrait, au cours de son séjour de 5 jours, s'entretenir avec des autorités du royaume chérifien sur la mise en œuvre des accords de coopération diplomatique parlementaire. Moussa Konaté, envoyé spécial à Rabat. Le président de l'Assemblée nationale en visite d'amitié et de travail au royaume du Maroc, Amadou Soumaoro, répond à l'invitation du président de la Chambre des représentants du Maroc, Habib El Malki. Arrivé à Rabat, capitale marocaine, il a été accueilli par le vice-président de l'institution parlementaire du Royaume du Maroc. Cette visite s'inscrit dans le cadre du rapprochement entre les 2 parlements. Vous savez, le Maroc entretient avec la Côte d'Ivoire des relations multisectorielles, des relations profondes, anciennes, depuis le temps du président Félix Houphouët-Boigny et du roi Hassan II. Depuis ce temps, nous avons avec le Maroc des relations très profondes sur tous les plans. Au plan politique, au plan commercial, au plan diplomatique et au plan économique. Quand on note aussi les relations particulièrement bonnes entre son Excellence, le président Alassane Ouattara et Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Nous allons profiter de cette occasion pour raffermir les relations entre nos 2 pays et approfondir les relations entre les 2 institutions que sont l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et l'Assemblée des représentants du Royaume du Maroc. Durant son séjour, le président Amadou Soumaoro va s'entretenir avec des autorités du Royaume du Maroc, notamment le chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le président du Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes. En Côte d'Ivoire, un nouveau gouvernement a été formé mercredi dernier à la suite d'un remaniement ministériel. La nouvelle équipe gouvernementale enregistre quelques réajustements. Au ministère de l'économie et des finances, Adama Coulibaly succède à Adama Koné. Le nouveau responsable du ministère a reçu ce jour les charges de sa mission. Le nouveau ministre dit vouloir préserver les acquis et engager de nouveaux chantiers. Francis Boifo nous rend compte de cette cérémonie de passation de charges. Nommé il y a une semaine, le ministre de l'économie et des finances Adama Coulibaly a officiellement pris fonction. Chers collaborateurs, je ne prends pas les rênes d'une administration qui m'est inconnue. Je suis donc heureux de pouvoir compter sur votre engagement et votre solidarité pour nous permettre de perpétuer la tradition d'excellence et de performance qui a toujours caractérisé notre département ministériel. Je reste convaincu qu'avec l'appui de tous nos partenaires, ainsi que l'adhésion et la qualité de nos ressources humaines, nous réussirons à faire face à nos obligations. Le nouveau ministre de l'économie et des finances rend hommage à son prédécesseur, Adama Koné, qui aura permis au département de contribuer de façon significative au développement économique de la Côte d'Ivoire. Quelques résultats. Le bouclage du financement des budgets 2016
2017 et 2018, la création de l'Agence de promotion de l'inclusion financière, mise en œuvre des réformes du Doing Business. Tous ces efforts ont permis de hisser la Côte d'Ivoire au rang des 10 pays les plus réformateurs au monde, selon le rapport Doing Business publié le 31 décembre 2018. Des acquis que le nouveau ministre de l'économie et des finances entend consolider en vue de relever les défis. Entre autres, le paiement à bonne date des dépenses, la réduction du déficit budgétaire à 3%, la bonne conduite du programme économique et financier, la création d'une banque agricole, ainsi que la réalisation de l'Abidjan Financial City, un projet dont l'objectif est de faire d'Abidjan une place financière de référence, à l'instar de celle de Dubaï et de Singapour. Et le ton est le même au ministère des Ressources animales et halieutiques où Kobenan Kwasi Adjoumani cède la place à Moussa Dosso. La passation de charge entre l'ancien et le nouveau ministre des Ressources animales et halieutiques s'est déroulée hier, lundi 9 septembre. Jean-Luc Bongo. C'est dans une salle de conférence à Archicomble que s'est déroulée la cérémonie de passation de charge entre Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre sortant des Ressources animales et halieutiques, et Moussa Dosso, son successeur. Kobenan Kwasi Adjoumani a profité pour faire le bilan de sa gestion à la tête de ce département. Nous avons trouvé un ministère dépeuplé, dévasté, je dirais même en ruine. Plus de 70% des infrastructures avaient été détruites. Mais grâce à la bienveillance de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et du Premier ministre, nous avons pu amorcer la renaissance du ministère. Comme principaux acquis, la construction et la réhabilitation d'infrastructures dans les secteurs de l'élevage et de la pêche, la hausse de la production dans les différentes filières qui ont contribué à réduire les déficits en protéines animales. Une œuvre que le nouveau ministre des Ressources animales et halieutiques s'est engagé à poursuivre. Le président de la République nous a rappelé que ce gouvernement est un gouvernement de mission qui devra rendre compte de ses résultats en octobre 2020, avant les élections présidentielles. Il nous faudra alors mettre en œuvre tous les projets qui sont restés en suspens. Et ici encore, l'aide et l'appui du ministre Adjoumani me sera d'une très grande utilité. À la tête des ressources animales et halieutiques depuis 2011, Kobenan Kwasi Adjoumani a été nommé ministre de l'Agriculture et du Développement rural lors du dernier remaniement le 4 septembre dernier. Moussa Dosso lui rejoint un gouvernement qu'il avait quitté en 2017. Parlons d'autonomisation de la femme et pour cela, tout commence par l'instruction. Hier, lundi 9 septembre, la troisième phase du projet d'alphabétisation des femmes par le numérique a été lancée. C'est une initiative du ministère en charge de l'Éducation nationale en collaboration avec l'UNESCO et Nestlé Côte d'Ivoire pour promouvoir l'éducation-formation des adultes auprès de la communauté nationale et internationale. Jean-Marc Djadji. Informer et sensibiliser les femmes du district d'Abidjan sur les enjeux de l'alphabétisation par les outils numériques et discuter de sa mise en œuvre. Ce sont les objectifs du lancement de la phase 3 du projet d'alphabétisation fonctionnelle des femmes par les technologies de l'information et de la communication TIC, une initiative de l'UNESCO, du ministère en charge de l'Éducation nationale. À ce jour, 550 commerçants de Port-Boué et de Yopougon apprennent à lire et à écrire grâce à des contenus numérisés. Grâce au projet de l'UNESCO, j'ai appris à lire, à écrire et à compter. Remise de smartphones au menu de cette cérémonie. L'UNESCO et ses partenaires s'engagent à réduire le taux d'analphabétisme de 30% chez les femmes. Le programme que nous avons lancé aujourd'hui, c'est un programme d'alphabétisation en faveur des femmes des marchés de Yopougon et de Port-Boué. Ça, vous le savez, mais alors ce que nous avons fait comme innovation à l'UNESCO, avec le ministère de l'Éducation, avec le ministère de la Femme, avec Nestlé, c'est vraiment d'apporter les classes d'alphabétisation sur les lieux de travail. Que dans ces contenus éducatifs d'alphabétisation, nous mettons énormément de thématiques liées à la santé, liées à la nutrition, liées aux droits des femmes. Les femmes commerçantes au marché ont un petit peu de temps. Elles peuvent réviser leurs leçons, leur alphabet, les mots qu'elles ont appris en fait pendant les cours d'alphabétisation directement sur leur téléphone portable. Initié en 2016, ce projet d'alphabétisation de l'UNESCO par le numérique s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de l'alphabétisation 2019.
Dans la ville historique de Grand-Bassam, un sommet international réunit les sénateurs de la jeune Chambre internationale du continent africain et du Moyen-Orient. Les participants à ce sommet devront à cette occasion partager leur expérience sur la citoyenneté active. On en sait davantage dans ce reportage de Mamadou Kouassi. La ville de Grand-Bassam, capitale de la jeune Chambre internationale. Les sénateurs de cette organisation citoyenne sont venus de plusieurs pays africains et du Moyen-Orient pour réfléchir sur leur contribution pour la paix mondiale. Ces anciens présidents locaux de la jeune Chambre internationale à travers ce sommet de Grand-Bassam veulent mettre l'accent sur l'entrepreneuriat pour réaliser ce rêve d'un monde de paix. Sans travail, sans ressources économiques, nos jeunes sont désœuvrés et livrés à eux-mêmes, évidemment des candidats potentiels pour des actions néfastes pour leur environnement. Donc pour les sénateurs, c'est de voir comment ils peuvent travailler à motiver ces jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, à développer une activité économique qui leur permet eux-mêmes et à leurs différentes familles de s'en sortir. Benjamin Soro, représentant le ministre des Transports, parrain de cette assise, a félicité les actions sociales menées par la jeune Chambre internationale. Il a par ailleurs demandé à cette organisation d'accompagner davantage le gouvernement dans la prise en compte des préoccupations des populations. Chers sénateurs, votre allégeance commune a la même vocation, à savoir servir l'humanité, doit vous permettre, dans votre position privilégiée d'immortel de l'organisation, d'encadrer les plus jeunes et de contribuer plus efficacement auprès des gouvernements à la promotion de la fraternité humaine et de la paix mondiale. La Jeune Chambre internationale est une organisation citoyenne présente dans plusieurs pays du monde. C'est en 1963 qu'elle a fait son entrée officielle en Côte d'Ivoire et elle revendique aujourd'hui plus d'1 million de membres. Dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire, amont, plus de 2 tonnes de médicaments frauduleux ont été détruits par la cellule anti-drogue de la gendarmerie de Mans après une décision de justice du tribunal de première instance de la ville. Ces médicaments de qualité inférieure falsifiés avaient été saisis le 23 avril dernier dans la localité de Batimpleu, une localité située près de Mans. Ouvrons à présent le chapitre politique de ce journal. Le PDCI RDA et ses nouveaux alliés ont tenu conjointement une conférence de presse ce mardi au siège du PDCI, une conférence d'information sur le meeting que les deux groupements politiques préparent pour le 14 septembre prochain, un rassemblement qui sera l'occasion de mettre la lumière sur la volonté commune des leaders respectifs qui sont Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, une volonté de voir une Côte d'Ivoire réconciliée. Tout ce qu'il faut savoir sur ce rassemblement est dans ce reportage de Sidonie Davila. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RDA et ses alliés, dont les militants se reconnaissent en l'ex-président Laurent Gbagbo, désormais ensemble, se préparent pour un meeting. Le 29 juillet 2019, son Excellence le président Henri Konan Bédié, accompagné de son épouse, s'est rendu personnellement à Bruxelles. Les deux anciens chefs de l'État ont convenu de l'urgente nécessité d'œuvrer pour le retour d'une paix définitive et durable en Côte d'Ivoire. C'est dans la mise en œuvre de cet appel conjoint que ces partis ont entrepris depuis quelque temps de mener des actions communes sur le terrain et de se soutenir mutuellement dans le combat pour l'avènement d'une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Les principaux organisateurs considèrent ce meeting de la réconciliation comme un nouveau départ pour la paix en Côte d'Ivoire. Les nouveaux alliés prévoient cet événement pour le 14 septembre prochain. Si la date est connue, ce n'est pas le cas pour le lieu. Lorsque la question de tenir le meeting a été évoquée, les choix ont été portés sur le sage Champoux. Nous nous sommes confrontés à la réalité qui est que le stade est en travaux. Et les membres de la commission logistique qui sont chargés de la mise en place au stade Champoux ont été sur le site. Ils ont constaté les travaux. Et le ministre nous l'a fait savoir. J'ai dit qu'il nous a reçus aujourd'hui pour déplorer parce qu'il a même dit que sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de dire qu'il a refusé et cela pourrait s'apparenter à un sabotage alors qu'il n'en est rien. Nous avons la certitude qu'un site au moins sera trouvé pour ce meeting à Abidjan Sud. Nous voulons vous rassurer.
Les groupements politiques appellent à une forte mobilisation de tous les militants et sympathisants pour le 14 septembre prochain. À Arin, les mouvements et associations de femmes et de jeunesse ont célébré samedi dernier les actions de développement en faveur de leur département. Suivons ce reportage de Charles Tatou. La sortie massive des acteurs d'associations et mouvements de femmes et de jeunes de la localité, affichant la joie et la fierté d'appartenir au RHDP. Pour leur porte-parole, cette mobilisation a été voulue pour célébrer l'ex-maire Kwaku Tano qui vient de prendre sa place au RHDP. Mais surtout pour réaffirmer leur adhésion et leur soutien au RHDP, puis leur attachement au chef de l'État Alassane Ouattara et à sa politique de développement. Nous avons voulu associer à cette manifestation deux images. L'image du RHDP et celle du président Alassane Ouattara, pour le travail qu'il fait pour le pays. Kwaku Tano et le député d'Ara décident de faire marche ensemble pour les actions en faveur de la victoire en 2020 du RHDP dans leur département. Le président de notre parti, le président Alassane Ouattara, a demandé que nous nous mettions sur le terrain. Je compte vraiment travailler pour que le RHDP puisse triompher au niveau de la commune. C'est un mouvement qui est mis sur pied par des jeunes d'Ara. Et le RHDP est déjà connu. Mais dans notre région, nous voulons bien que ce RHDP soit installé et soit au-dessus de tous les autres partis. Et nous sommes certains que nous allons atteindre notre objectif. Mais nous savons compter sur notre président, son Excellence Alassane Ouattara. Ballet tradis moderne et danse du terroir ont apporté une note de gaieté à la célébration. Partons pour la région du Boclé où les investissements pour le développement s'élèvent à plus de 36 milliards de francs CFA. Des réalisations accomplies dans cette région et qui ont été louées par les populations lors d'une fête en hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. L'événement a eu lieu à Sassandra, suivant ce rapport de Sam Kona. Les populations de la région du Boclé disent merci au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ces actions de développement en faveur de la région et la promotion des cadres. Les élus et cadres ont donc traduit cette reconnaissance de la population au président de la République, à l'émissaire du gouvernement, le ministre Aka Ouele. De mémoire de cadre, je n'ai jamais vu ni entendu un investissement à Sassandra, du président Houphouët-Boigny jusqu'au président Gbagbo. Il a fallu l'arrivée dans la salle pour qu'en espace de 2 ans, nous ayons un investissement de près de 36 milliards de francs au président Alassane Ouattara. Merci pour tout ce qu'il est en train de faire. Merci pour ce qu'il va faire. Mais merci surtout d'avoir rappelé son digne représentant de la région du Boclé à la personne de Légré Dakba Philippe. Le ministre Akaouli, tout en remerciant les populations du Boclé pour cette reconnaissance au président Alassane Ouattara, les invite à le soutenir à travers son parti, le RHDP. Je voudrais donc lancer vraiment un appel à nos parents pour qu'ils sachent où se trouve leur intérêt. Et leur intérêt aujourd'hui, il n'y a pas de doute, c'est bien le RHDP. Plusieurs responsables départementaux de partis politiques, comme le PDCI RDA, ont pris part à cette journée de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, à Sassandra. L'APC, l'Alliance pour le changement, forme ses militants à la mobilisation autour des idéaux du RHDP. La session s'est tenue à Bundiali. Suivons ce compte-rendu d'Ami Sissoko. Créer une symbiose idéologique entre le RHDP, les militants, les mouvements politiques et associations proches du RHDP dans la Bagoué. C'est à cela que s'applique l'Alliance pour le changement APC à Bundiali en initiant ce séminaire de formation sur les stratégies d'approche et de communication politique pour une victoire écrasante du RHDP dans la Bagoué en 2020. L'APC est et demeure un mouvement de soutien au président Alassane Ouattara qui est notre boussole. Pour cela, nous allons lui offrir une victoire écrasante
2020 à l'élection présidentielle. Plusieurs sous-thèmes animés par les responsables régionaux du RHDP ont tenu en haleine les militants. Des valeurs de l'oufouettisme à la cohésion sociale en passant par les actions de développement du président Alassane Ouattara et la victoire du RHDP. Parrain de ce séminaire de formation, Bruno Nabagné-Koné, coordonnateur régional du RHDP de la Bagoué, par ailleurs ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a dans sa communication appelé les militants à la discipline. De 1960 jusqu'à 2010, la Bagoué avait 39 localités électrifiées. 39. De 2011 jusqu'à 2018, on a électrifié 67 localités supplémentaires dans la région de la Bagoué. Soyons des militants disciplinés. Des militants disciplinés à la disposition du RHDP. Quel que soit ce qui va se passer en 2020, à partir du moment où le parti dit « voilà la personne que nous suivons », nous la suivrons. Procédant à l'investiture des points focaux de l'Alliance pour le changement APC dans la Bagoué, le coordonnateur régional du RHDP, Bruno Nabagné-Koné, a invité la jeunesse à se faire enrôler. Il annonce aussi la mise en place de 15 000 sections RHDP sur toute l'étendue du territoire. La rentrée des classes sonne la fin des grandes vacances qui emportent avec elles les activités de cette période. Et à cet effet s'est tenue à Boaké la finale de la 5e édition du concours vacances organisé par Radio Boaké pour occuper sainement la jeunesse. Une finale remportée par Tony et groupe de Dolicro. L'activité cette année a été menée autour de l'incivisme dans le comportement des citoyens et sur la voie publique. Kwasi Kwame. Tony et groupe de Dolicro. Mini-système de Thiébissou, Yedjiga de Boniré, Mage d'Orient de Boaké et les enfants bénis de Diebonois. 5 groupes en compétition pour le compte de la finale de la 5e édition de concours Vacances 2019. L'objectif de ce concours est d'égayer les jeunes pendant les vacances. Boaké doit relever le défi. Si aujourd'hui, Boaké, avec ce qui s'est passé, dont l'exemple, je vous assure, toute la Côte d'Ivoire suivra. Boaké va prendre sa place en Côte d'Ivoire. Tony groupe de Dolicro, vainqueur de la 5e édition du concours en interprétation, poème et culture générale. 5 ans que nous courons derrière le trophée. On maîtrisait le son de série simpliste, donc c'est ce qui a fait notre force. Tout en félicitant les organisateurs pour cette belle initiative qui a occupé la jeunesse durant les vacances, le parrain de la cérémonie, le ministre Amadou Koné, a prodigué de sages conseils à la jeunesse de Boaké. Vous encouragez, chers amis jeunes, à travailler. La compétition est déjà rude, mais elle sera beaucoup plus rude parce qu'il y aura davantage de jeunes gens formés. Sachez que nous travaillons pour vous, nous serons toujours là à vos côtés. Vous pouvez en retour aussi compter sur l'ensemble de vos aînés qui sont là et nous serons là pour continuer de vous soutenir. Débuté le 25 juillet dernier, Concours Vacances a mis en exergue les valeurs culturelles d'une vingtaine de groupes des régions de Boaké, du Hambol, de Lifou et du Bélier. Le thème cette année est l'incivisme dans le comportement des citoyens et sur la voie publique. À travers ce thème, les organisateurs entendent inculquer le respect du code de la route et amener la jeunesse à un changement positif de comportement. Restons dans l'allégresse et on parle de sport. La Côte d'Ivoire est en route pour la CAN des moins de 23 ans en Égypte. Repêchés de justesse, les éléphants espoirs ont mené le Sili National Junior sur un score de 2-1. Le résumé de ce match par Arsène Kwasi et Oda Legbe pour RTI Sport. Battus 1-0 lors de la manche allée, les éléphants espoirs de Côte d'Ivoire ont réalisé l'exploit grâce à leur victoire face à la Guinée. Avec une meilleure entame, les éléphants ouvrent le score après 18 minutes de jeu grâce à Christian Kwame. Dans la dynamique, les éléphants ont la possibilité de faire le break, mais Ahmed Traoré manque de précision dans la transmission du ballon. Et comme au match aller, à force de douter, ils finissent par se faire rejoindre au score par l'intermédiaire de Moussa Traoré. C'est en seconde période que tout se joue. Bien servi dans la surface de réparation, Christian Kwame place une tête qui est repoussée par le gardien Moussa Kamara avant que l'opportuniste Ahmed Traoré Junior ne trouve la faille. Un avantage que les poulains de Haïdara Choualio gèrent bien jusqu'à la fin du match. 2-1, score final.
Les éléphants seront bel et bien au rendez-vous de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans en Égypte en novembre prochain. Passons à présent à l'actualité internationale. En Afrique du Sud, la société civile passe à l'offensive contre les violences xénophobes. Des organisations sud-africaines ont décidé de s'unir contre la recrudescence de ces violences xénophobes. La coalition appelle les autorités à adopter une position de fermeté face à cette situation qui ternit l'image du pays. Depuis dimanche, les violences ont fait 10 morts et plus de 70 arrestations avec des magasins appartenant aux commerçants étrangers pillés et incendiés. Le Nigeria déjà prévoit de rapatrier 600 de ses ressortissants à partir de mercredi. Nous terminons ce journal. Passez une excellente fin de soirée sur RTI 1.